Vipère au point, chapitre 18. À la même heure, le rapide de Paris file vers le Mans et s'étire. Parallèle à sa fumée, à travers le bocage, qui est si bien l'une des régions du monde où il y a le plus de vaches qui regardent passer le train, calé dans le coin droit, côté face du compartiment, je fume une cigarette en lisant, Dieu me pardonne, en lisant le populaire. Le coin droit, côté face, parce que c'est la place réservée à Folcoche, lorsqu'il advient d'aventure que nous prenions le tortillard d'Angers, la cigarette, parce que mon père ne fume presque jamais, et le populaire, parce que ce journal est socialiste, donc anti-réseau. Ma fugue s'est décidée sur le coup de 4 heures. J'ai soudain réalisé la situation, prévu que Folcoche, sans paraître ridicule, ne pouvait organiser le siège de son propre fils dans sa propre maison, me laisser prendre et fouetter jamais de la vie. Justement, j'ai lu un passage de Chateaubriand, où celui-ci relate le combat qu'il soutient contre son maître chargé de lui administrer les verges. Généraux pués, nous ferons aussi bien que lui, et même mieux. Prenons la route. Où aller? À Paris, pardi. À Paris, chez les grands-parents, Pluvignac. Je vais officiellement leur demander justice. Ambassadeur du cartel, quoi? C'est un peu gros, bien sûr, mais ai-je le choix? Je compte sur l'affolement provoqué par ma disparition, sur la crainte salutaire que cette violente réaction inspirera désormais M. Réseau, sur la nécessité de traiter avec moi s'il veut éviter d'autres scandales du même genre. J'y compte sans trop y compter. Ces réflexions, je suis en train de me les faire après coup pour légitimer ma décision. En réalité, je ne l'ai point faite, ou du moins, je ne l'ai point formulée. S'il fallait réfléchir ainsi, peser toutes les conséquences de ces actes, avant de sentir leur nécessité, je ne serais plus moi-même. Je ne pourrais plus vivre. Pas le moindre baluchon. J'ai pris mon meilleur costume, très relativement présentable, et ma pèlerine de drap bleu marine. La caisse du cartel m'a payé le voyage, vous savez qu'il restait 200 francs sous le carreau décelé. Après avoir remis ma chambre en ordre, je suis descendu par la fenêtre, en employant la châle que mes assaillants avaient oublié d'enlever. Remarquez d'ailleurs que, si elle ne s'était point trouvée là, je serais descendu d'une manière beaucoup plus spectaculaire en utilisant mes draps, recette romantique du gamin de Paris, collection tricolore. Galoper jusqu'à Ségré, distance de 6 km, acheter un paquet de gauloises, sauter dans le train, de 5h37, tout cela s'est fait mécaniquement. Maintenant, je roule avec satisfaction, regrettant seulement que mes frères ne puissent me voir en attendant impatiemment d'autres paysages. Au-delà du Mans, au-delà de Nogent-le-Rotrou, la campagne n'est plus divisée, compartimentée par d'insupportables haies, mais largement étendue vers l'horizon, riche de soleil et pauvre de limites, comme l'est ma liberté en ce moment. Le compartiment est à moitié vide, 3 personnes seulement occupent la banquette. En face de moi, il s'agit d'une famille nombreuse. Le père, anodin, défini par son pantalon râpé, la mère dont les cheveux sont fourchus, la fille qui a mon âge et qui est toute cils baissée, ces gens-là s'accablent de mots fades, de ma petite mère, de ma chérie, de baisers dans le cou. La petite refuse un sandwich au jambon, puis un morceau de roast-beef froid. Mijaurée, elle m'est antipathique malgré son chandail tricolore par elle-même. Les poings sont inégaux et trahissent une main inexpérimentée, et percée par 2 tout jeunes seins, qui, eux, non plus, ne sont pas désagréables à regarder. Il me faut penser à ceux de la petite Bertine Barbelivien, ou encore à ceux de Madeleine de la Vergeraie, qui sont tout de même un peu plus gros déjà et qui sautent sous leur corsage. Je toucherais bien, si c'était possible. Je ne sais pourquoi, mais j'ai envie de toucher ceci par curiosité. Vous savez, pour voir comment c'est fait, si ça résiste, comment c'est attaché, comme une joue sur un visage ou comme une pomme sur un pommier. À la réflexion, je pense que cela tient des deux. Et réflexion refaite, elle m'agace, vraiment. Cette petite, que je ne peux pas m'empêcher de regarder, comme si elle avait quelque chose d'extraordinaire que je découvrirais aujourd'hui seulement. Elle m'agace avec ses cils baissés qu'elle relève par instants, laissant échapper un regard prompt, comme une ablette qui se faufile entre les roseaux. Je me lève et je vais me camper dans le couloir, face à la Beauce, qui défile maintenant. Devant moi, qui se déroule comme une toile de Jouy, jaune paille imprimée de niel et de coquelicots. Mais lorsque Marie-Thérèse, c'est sa mère, qui vient de l'appeler ainsi, descendra du train à Chartres, je serai ravie de m'effacer pour la laisser passer et de m'effacer si mal qu'elle me frôlera de tout son corps et que je pourrai situer exactement l'endroit où se trouve la boucle de sa jartelle
qui tient son bas de fil sous la jupe plissée. Voilà, elle est partie cette fille et j'arpente le couloir. Il y en a d'autres, mais elles sont trop jeunes ou trop vieilles. On n'a pas envie de mordre dedans, laissons cela. L'amour, comme dit Freddy, si c'est la même chose que l'amour de Dieu, dont on nous rabâche les oreilles depuis des années, ça ne doit être encore qu'une fichue blague. Je rate l'échappée sur la pièce d'eau des Suisses. Zut! On m'avait parlé bien des fois de cet endroit, où tous les voyageurs mettent le nez à la portière. Le spectacle, pour moi, ahurissant de la banlieue, vient me dédommager. Quel horticulteur a réalisé ce sémi à la volée de toutes les variétés de villas? J'ai de solides préjugés esthétiques, et la plupart de ces maisonnettes ne me semblent dignes que d'épiciers en retraite. Entrer de plein pied dans l'intimité de la lessive qui sèche ou du clapier me choque profondément. N'a-t-on pas appris aux Parisiens à dissimuler les communs derrière quelques haies de laurier? J'ignore encore la prodigalité de l'espace et le premier des luxes bourgeois, et que le prix du mètre carré de terre craonnais autorise des ceintures vertes. Que ne peut souffrir la ceinture rouge? Montparnasse, enfin je saute du train, la foule me pousse jusqu'au tourniquet, je me retrouve glorieusement seul et bon premier de ma génération sur le pavé de la capitale. Mais je commence à n'être plus aussi sûr de moi et à m'interroger sur la chaleur et l'accueil que vont me faire les Pluvignacs, ces inconnus. Et d'abord, comment va-t-on à Auteuil? Par le métro, évidemment, ne serait-ce que pour découvrir ce curieux moyen de locomotion souterraine. Mais par quelle ligne? Je me renseigne, j'erre un peu dans un dédale de couloirs blancs comme une crèmerie. Je me renseigne encore, le poinçonneur de billets penche sur mon embarras une sollicitude qui empeste l'ail. Tu prends la direction Étoile, tu changes à Trocadéro, tu reprends la direction Porte d'Auteuil, tu descends à Michel-Ange, Auteuil. Mais pas à Michel-Ange, Molitor. Fais attention. Ce tutoiement est déplacé, mais nous devons avoir beaucoup d'indulgence envers la bonne volonté des petits gens. C'est une tradition familiale qui assure, monsieur Réseau, a fait notre popularité dans le Craonais. Je lâche un merci, mon brave, tellement juste de ton que l'employé du métropolitain en reste médusé, tandis que je monte dans le premier wagon de la rame qui vient de s'avancer, tout exprès pour moi. La fermeture automatique me surprend et coince un pan de ma pèlerine. Comme j'ignore le maniement de la fermeture, j'attends dignement que quelqu'un monte pour me libérer. Enfin, vers 5 heures, j'arrive rue Poussin, devant l'immeuble qu'habite ce couple politique et mondain, dont je descends par l'intermédiaire, hélas, de Folcoche. Je fais les 100 pas, j'hésite. Une concierge, distinguée, qui n'a rien de la pipelette d'arrondissement populaire, sort de sa loge. Pardon? Sort du bureau de l'immeuble et m'interviewe. Monsieur cherche quelqu'un? À quel étage habite monsieur Pluvignac? Monsieur le sénateur? C'est au premier. Gauche ou droite? Face. Dans cet immeuble, précisait-elle fièrement. Il n'y a qu'un appartement par étage, mais je dois vous prévenir qu'à cette heure-ci, monsieur le sénateur n'est pas encore rentré du Luxembourg. Et grand-mère? Stupéfaction visible de la concierge qui jauge mon costume et ne semble pas l'apprécier. Je m'aperçois alors qu'elle est rousse. Mais madame vous attend? Et rectifiant, car on ne sait jamais, madame attend monsieur? Pas le moins du monde, je me suis sauvé de la maison. Raidissement de la rousse qui me laisse entrer dans son bureau, ciré comme ne fut jamais le salon de la belle Angérie. Elle me fait asseoir et annonce: je vais aller prévenir madame Pluvignac, madame est cardiaque, et toute émotion doit lui être évitée. 10 minutes se passent, enfin la concierge revient, flanquée d'un valet de chambre en gilet rayé et d'une soubrette en diadème de dentelle. Ces gens me considèrent avec une respectueuse inquiétude, paraît un quatrième personnage qui porte avantageusement l'habit. Je me lève. Que monsieur reste assis, je suis le maître d'hôtel et monsieur le sénateur, monsieur est, donc, Jean Réseau, le petit-fils de monsieur Pluvignac. Cette débauche de monsieur commence à m'agacer. Je me rassis, tout mal habillé que je sois, j'en ai le droit, j'en ai le devoir. Cet homme en habit n'est qu'un larbin, de première classe. Il fait voir en parlant ses canines trop longues, comme s'il voulait percer à mesure les ampoules de son style. Il faut qu'il sache bien que, nous autres, les Réseaux, désargentés, nous sommes d'une classe au moins égale à celle de ces riches Pluvignac. Comment vous appelez-vous, mon ami? Félicien d'Accoul. Pour vous servir, monsieur. La déférence de son dos s'accentue, il a compris, je chasse de race.
Eh bien, Félicien, je suis victime d'une injustice et je refuse une punition qui blesse ma dignité. Je suis donc venu demander l'arbitrage de monsieur le sénateur, chef de la famille. C'est faux, le grand-père Pluvignac n'est à aucun titre le chef de famille. Je n'avais pas l'intention de le proclamer tel jusqu'à la toute dernière minute où cette formule diplomatique m'est tombée de la bouche. Mes 4 vis-à-vis se consultent une fois de plus du regard. Je ne suis évidemment ni fou ni contagieux. Elle est gentille, la femme de chambre. Elle aussi a de beaux seins. Finalement, tout le monde remonte, sauf la concierge qui, maintenant, ne se résout pas à s'asseoir en ma présence, et me parle très soigneusement à la 3e personne. Fichtre, ces Pluvignac ont une haute idée de l'étiquette. J'attends encore 5 minutes. On ne peut pas dire que les formes soient bousculées dans cette maison. Mais on ne peut pas dire non plus que, pour une première visite à ma grand-mère, qui n'a jamais, il est vrai, manifesté le désir de me connaître, l'accueil soit particulièrement chaud. Je déteste, ou plus exactement, on m'a appris à détester, les grosses bises plébéiennes et autres démonstrations de tendresse. Mais tant de formalités, c'est excessif. Toujours la hauteur qui se prend pour la fierté, race de girafe qui se monte le cou et qui, pommelée de préjugés, broute solennellement 4 feuilles desséchées aux plus hautes branches des arbres généalogiques. Mais dès à bois, soudain, la concierge se précipite sur le bec de canne, ouvre sa porte par où font irruption 3 loulous d'un blanc parfait. Ma grand-mère paraît encore blonde, poussant devant elle son face à main, son ventre et ses parfums. Elle me ponctue le front d'un point rouge, s'éloigne de 6 pas, braque sur moi toute sa presbytie. La pièce est devenue trop petite, elle parle et on n'entend plus qu'elle. Quel caprice vous a pris mon enfant? Il fallait nous prévenir une quinzaine à l'avance. Nous aurions jugé si... Oui, je sais. Vous ne pouviez pas prévoir un coup de tête. Mais comme c'est ennuyeux, je suis débordé en ce moment et le sénateur ne quitte plus le Luxembourg, car le ministère bat de l'aile. Vous êtes grand pour votre âge, car vous êtes encore très jeune. Mais vous avez piètre mine, je sais bien que les réseaux n'ont pas de santé. Notre sang l'emportera peut-être. Mon Dieu, qui vous a ficelé de la sorte? Allons, montez vite, prendre un bain. Je suis certaine que vous êtes affamé. Josette, Félicien. Quelle affaire, mon Dieu! Urbain, vite un télégramme à mon gendre pour le rassurer. Mais au fait, quel est ce petit drame dont on vient de me parler, vilain garçon? Vous avez refusé de vous laisser punir injustement. Voilà bien la fierté des Pluvignac. Je ne croyais pas que Jacques fût si dur envers ses enfants. Nous allons arranger cela. Pour le moment, de l'eau, du savon, un bain d'abord. Puis nous vous achèterons un costume décent. Allons, montez mon enfant. Nous prenons l'ascenseur, tandis que grand-mère salive toujours avec distinction. Le maître d'hôtel grimpe rapidement par l'escalier d'honneur, auquel ses fonctions lui donnent droit. Le reste du personnel rejoint l'appartement par l'escalier de service. Je pénètre, ébloui, mais faisant tout mon possible pour ne pas montrer cette admiration dans un hall somptueux dont mes pas baisent la moquette. Josette s'empare de moi. Si monsieur veut bien me suivre, et me voilà tout nu, moi qui me croyais pubère, tout nu et très petit garçon, en présence de cette fille qui ne devine pas mon trouble et dont le corsage s'agite tandis qu'elle me frotte le dos et le ventre, avec d'impeccables serviettes, éponges épaisses comme des tapis. Monsieur le sénateur, surtout, bonnes gens, n'oubliez pas ce titre à votre connaissance nationale. Monsieur le sénateur rentrera fort tard. La guêtre blanche sous le pli de pantalon, la serviette de peau de porc, le nœud papillon de soie mauve, m'impressionnèrent favorablement. Monsieur le sénateur avait 1,87 m, la moustache moins volumineuse que celle de mon père était teintée en noir. Je l'avais entièrement détaillé par la porte vitrée, mais j'attendais sa venue dans le boudoir de grand-mère. Encombré de coûteuses futilités, je l'attendais entre 2 chats, l'un siamois, l'autre persan bleu, et les 3 loulous de Poméranie, dont chacun portait un collier de couleurs différentes, aux fins d'identification. J'attendais seul, lavé, coiffé, parfumé, vêtu d'un complet de velours noir, dont la culotte courte m'offusquait. Mais rajeunissait ma grand-mère. La voix non politique du sénateur le précéda, il comptait. Figurez-vous, ma chère, que... Passons. Madame Pulvinec daignait rire à petites gorgées de la façon exactement inverse dont elle buvait son thé. Monsieur le vice-président de la commission de la marine marchande, car il était cela aussi, comptait. J'en ai une autre, bien bonne à vous dire. Vous connaissez le vicomte de Chambre, député de la Loire-Inférieure? Ma grand-mère connaissait ce grand dadais. On assure qu'il aurait invité un de nos collègues en lui envoyant une lettre ainsi conçue. Venez dîner ce soir chez moi à la Fortune du Pot.
suivait sa signature, de chambre, ce, no et Véro. Le chat persan miaula pour moi. Mais voyons, ce jeune chouan qui nous tombe du ciel, reprenait M. Pluvinac, vous dites qu'il en appelle à mon arbitrage, cela semble partir d'un bon naturel. Sa haute stature s'encadra dans la porte, tandis qu'il s'asseyait dans le genre Jupiter en lançant une voix tonnante. Voilà donc ce gaillard, sacrée tête de cochon, je reconnais bien mon sang. Explique-moi ce grand drame. J'approchai, j'expliquai, il écoutait à peine. Tiens, fit-il, au milieu de mon exposé, vous avez là un bronze que je ne connaissais pas, ma chère. Où l'aviez-vous déniché? Pendant ce temps, grand-mère apaisait une querelle de chiens. Je terminais ma petite histoire. Force n'est de vous avouer que je ne racontais rien d'autre que l'incident lui-même. Ces mondains sonnaient désespérément le grand creux. Grand-père, se jugeant tout à fait informé, fit un geste large de la main où brillait un diamant de 4 carats. Tout cela n'est rien, mon enfant. Il y a longtemps que je le dis, Jacques manque d'autorité et Paul d'expérience. Mais j'ai pris pour principe de ne pas me mêler de leurs affaires. Du reste, j'en ai pas le temps, c'est la rançon de notre carrière à nous autres hommes d'État. Que cette impuissance où nous nous trouvons de donner à nos enfants une part des soins que nous réservons à la chose publique. Tu as fait appel à moi, je ne te décevrai pas, je ramènerai l'or dans ma famille. Cependant, je te préviens, c'est uniquement par souci d'équité, et tu ne dois pas prendre l'habitude de me déranger pour si peu. D'un étui d'or, le sénateur tira une cigarette, dont un briquet de platine lui fournit le feu. D'un portefeuille de maroquin, il extirpa négligemment quelques coupures et me les glissa dans la main. Tu resteras ici jusqu'à ce que ton père vienne te chercher. Voici un peu d'argent de poche. Ne fatigue pas ta grand-mère, Josette te fera visiter Paris. Il s'éloigna sur des chaussures qui criaient leur prix. Cet enfant me plaît décidément. Le tailleur a-t-il apporté mon nouveau costume? Vous direz à Félicien, et sa voix mourut étouffée par les tentures. Fin du chapitre 18.